et aussi à ceux qui vont nous suivre en replay. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir parmi nous. Nous allons passer un bon moment par la grâce de Dieu. Bienvenue, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis Facebook, bienvenue à ceux qui sont connectés depuis YouTube. C'est vraiment un moment de partage, un moment dans la joie, un moment où on va se parler, on va se dire des choses remplies de sagesse. Et nous avons avec nous comme invité Mamie Agnès. Avant de lui passer la parole, je vais déjà nous présenter qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, je m'appelle Leslie, nous sommes ici sur la plateforme des Trésors du Seigneur. Les Trésors du Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui aide les jeunes adultes à prendre des décisions éclairées à travers la sagesse des seigneurs avisés et sages. Oui, 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 oui. Nous croyons que les seigneurs, ils ont acquis beaucoup de sagesse à travers leur expérience. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de les écouter, nous prenons le temps de les inviter sur nos différentes plateformes afin qu'ils puissent venir nous édifier, nous parler de leur expérience pour que nous aussi nous puissions prendre de l'avance, éviter de faire certaines erreurs, acquérir davantage plus de sagesse. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme afin d'acquérir la sagesse à travers les expériences des seniors. Aujourd'hui, nous avons Mamie Agnès. Elle n'est pas nouvelle. Elle nous rejoint encore une fois de plus. Merci, Mamie Agnès, pour ta fidélité parmi nous. Nous avons aimé notre dernier entretien. Nous avons voulu vous inviter encore et nous espérons que vous allez encore accepter nous rejoindre dans différentes thématiques. Alors, Maman Agnès, je vais vous donner la parole. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous ont pas encore suivi. Merci Leslie, merci pour la parole que tu me donnes. Je suis Madame Agnès qui a été en mariage pendant 30 ans et qui actuellement est veuve. Je suis mère de 9 enfants, dont 5 vivants actuellement, et grand-mère de plusieurs petits-enfants. J'ai été enseignante dans ma vie, toute ma vie, j'ai été enseignante, professeure d'économie sociale et familiale. Et j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Comme Leslie vient de vous dire, Leslie, c'est une jeune dame qui a du souci pour les jeunes de son âge, les jeunes qui veulent se marier, les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais comme ils n'ont pas d'expérience, elle a trouvé bon de s'adresser à des femmes mûres, des seniors qui ont été mariés, qui ont fait des expériences bonnes ou mauvaises, parce que tout est important. Quand on ait fait un bon mariage, on peut donner de bons exemples. Si on a fait un mauvais mariage, on peut tenir compte de ces défauts pour aider les jeunes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, aujourd'hui, comme elle vient de le dire, nous allons parler particulièrement de l'implication des parents dans le choix du conjoint. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer là-dessus? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Merci. Merci, Maman Agnès. Voilà, vous êtes vraiment beaucoup généreuse. Vous avez dévancé le thème. Bon, ok, Maman Agnès vous a fait part du thème. Franchement, ce thème, c'est un thème qui touche dans le domaine familial. On va parler du mariage, le choix du conjoint. C'est quoi le choix du conjoint? Elle va nous dire c'est quoi le choix du conjoint. On va aborder différents points à travers ce thème. Le thème de notre live aujourd'hui,
il s'agit en fait le choix du conjoint, quelle place donner à nos parents. Quelle place donner à nos parents lors du choix du conjoint. Est-ce que comment se passait le choix du conjoint dans l'époque de Maman Agnès? Quelle est la différence avec notre époque actuelle? Ne restez jusqu'à la fin. On va vraiment aborder différents points autour de ce thème. Quelle est la place du choix du conjoint? Quelle est la place de nos parents quand on est face au choix du conjoint? C'est une question que tu te poses sûrement. Je sais. Merci à ceux qui ont rempli le sondage, qui ont posé des questions. Vous aurez la réponse à vos différentes questions. Alors, Maman Agnès, le choix du conjoint, quelle place donner à nos parents? Les jeunes qui nous suivent ont posé plusieurs questions à travers un sondage et nous avons sélectionné 6 questions. Donc, je vais vous poser ces questions. Et la première question, Maman Agnès, pourquoi est-il important d'impliquer les parents lors du choix d'un conjoint? Merci Leslie. Je reviens sur notre dernier live dans lequel je vous disais, les parents sont nos dieux sur terre. D'un. De deux, quand on parle mariage, il faut toujours se mettre dans la tête que c'est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui a créé, qui a fondé le mariage. C'est Dieu lui-même au jardin d'Éden qui a fondé le mariage. Donc, si tu veux parler du mariage et mettre Dieu à côté, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine de nous écouter. Mais si tu sais que tu vas fonctionner avec Dieu, avec Jésus qui a créé le mariage, là, tu peux rester et nous suivre. Les parents sont donc nos dieux sur terre, ce qui veut dire que si nous obéissons à nos parents, ça veut dire que nous avons obéi à Dieu. L'implication des parents dans le mariage de leurs enfants est très importante. La première raison, pourquoi est-ce qu'un jeune garçon, une jeune fille doit faire à ce que ses parents participent en tout, du début jusqu'à la fin, dans le mariage? La première raison, quand une jeune fille consulte ses parents avant de se marier, elle les honore. C'est pour honorer ses parents et leur montrer qu'on a confiance en eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les parents sont des éclaireurs, des conseillers, parce qu'ils sont expérimentés. Ils se sont mariés étant jeunes. Ils ont commis des bêtises. Ils sont tombés dans les trous. Et quand ils ont déjà fait 20, 30 ans, 50 ans de mariage, ils ont beaucoup de sagesse et beaucoup de conseils à donner aux jeunes qui veulent se marier. Le troisième point, les parents ne veulent que ce qui est bon pour leurs enfants. Aucun parent ne peut souhaiter que sa fille fasse un mauvais mariage. Aucun parent ne peut souhaiter que son fils aille prendre n'importe quelle femme. Donc, c'est très important parce que l'enfant doit comprendre que si ma mère dit non, elle a ses raisons. Si papa dit non, il a ses raisons. Parce qu'ils ne veulent que le bien de leurs enfants. Le quatrième point, consulter les parents, impliquer les parents, c'est pour éviter de tomber dans certaines erreurs qu'eux-mêmes ont connues à leur tour pendant qu'ils se mariaient. Les erreurs peuvent provenir de il y a plusieurs cas. Peut-être le choix de la tribu, le caractère de l'homme, la religion, la classe sociale. Tout ça est très important dans le choix d'un conjoint
Et il n'y a que les parents qui ont les yeux pour voir. Parce que quand la fille ou le garçon, l'un ou l'autre, tombe amoureux, il devient comme fou, il ne réfléchit plus, il ne voit plus ce qui est mauvais. Et ce ne sont que ses parents qui peuvent leur dire, attention, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on voit. Donc, l'implication des parents est très importante dans le choix du conjoint. Wow. Merci pour... En, Oui, allez-y. en général, Mhm. les enfants qui trouvent des raisons de critiquer leur famille rejettent l'implication de leurs parents dans leur choix concernant un futur partenaire. Par contre, ceux qui consultent leurs parents accueilleront leurs opinions. Moi, donc, en tant que maman, grand-mère, je vous conseillerais plutôt la deuxième catégorie d'enfants, c'est-à-dire les enfants qui ne rejettent pas l'implication des parents, les enfants qui consultent leurs parents. Ça, c'est mon opinion. Je vous conseille d'appartenir à cette deuxième catégorie, même s'ils n'ont pas été les meilleurs modèles, même si vos parents n'ont pas été les meilleurs modèles dans la vie du couple. Il faut les consulter. Parfois, on peut ne pas avoir la meilleure relation avec ses parents, surtout pendant l'adolescence, parce que beaucoup de problèmes se créent quand une fille entre en phase d'adolescence ou un garçon, ce qui crée la mésentente entre les parents et les enfants. Donc, à ce moment, même lorsque tu es sur le point de prendre une décision pour ton avenir, n'ignore pas tes parents. Ne les ignore pas. Donc, j'attire donc l'attention des jeunes sur les dangers qu'ils courent, spécialement celui de contracter des mariages malheureux parce qu'ils n'auraient pas consulté leurs parents. Merci. Wow. Donc, c'est vraiment important de consulter les parents. Là, c'est votre conseil que vous nous donnez aux jeunes qui nous suivent. L'importance de consulter les parents, c'est aussi la volonté de Dieu parce que dans Exode 20, au verset 12, la parole nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soit prolongé sur la terre. Donc, l'importance d'honorer ses parents aussi, c'est les écouter, se tourner vers eux pour prendre conseil quand on est face à des choix importants de notre vie. Merci, mamie Agnès. Nous allons passer à la deuxième question. Quel conseil donnez-vous concernant le choix du conjoint en faisant référence au passage biblique? C'est une question d'une importance capitale parce qu'on va toujours revenir là-dessus, que le mariage est biblique. Le mariage vient de Dieu. Et dans la Bible, nous trouvons des exemples qui nous font croire que le mariage venant de Dieu doit être respecté et de surcroît, on doit respecter la vie des parents à travers les mariages, à travers les exemples bibliques. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait honorer les parents quand on les informe. Dans la Bible, dans Deutéronome, je vais lire, dans Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16.
Dans Deutéronome 5, verset 16, il est écrit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça, c'est écrit dans la Bible. Honore ton père et ta mère. La même chose dans Exode 20, verset 12. Comme Leslie vient de le dire, c'est écrit de la même façon. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Maintenant, je vais lire un autre verset plus pertinent qui ajoute quelque chose de très important. C'est dans Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Si vous voulez, je peux lire pour vous Éphésiens 6, verset 2 qui dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. La version 8 secondes. C'est le premier commandement avec promesse. Dieu, il y a beaucoup de commandements. Chacun de nous connaît les commandements de Dieu. Mais le tout premier commandement qui a une promesse, c'est celui-là. Là où on demande aux enfants d'honorer leur père et leur mère s'ils veulent vivre longtemps. Et relis, s'il te plaît, pour que les jeunes entendent bien. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Et la promesse, c'est laquelle? Si tu veux vivre longtemps. Quand on voit ce qui se passe dans le monde maintenant, il y a des morts précoces. Il y a beaucoup de morts précoces maintenant, tout simplement parce que beaucoup d'enfants n'obéissent plus à leurs parents. Beaucoup d'enfants n'honorent plus leurs parents. Ça veut dire donc qu'ils sont à l'encontre du commandement de Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Pour la plupart, je ne dis pas que tous meurent parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais en général, la mort précoce, cette raison est là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ton parent te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand tu pars trouver la mort devant, tu vas en vouloir à qui? Il t'a pourtant avisé, mais tu ne l'as pas honoré, tu n'as pas obéi. Et c'est la mort que tu vas trouver. Donc, les enfants ont intérêt à écouter leurs parents dans le choix de leur conjoint. Papa avait aussi refusé jusqu'à 3 prétendants. Il refusait. Et c'était pourtant des gens bien assis financièrement. Maintenant, quand je rencontre mon mari, qui n'était qu'un étudiant à l'université, d'un, il était étudiant, de deux, il n'était pas de ma tribu. C'était un Bassa, ceux qui connaissent le Cameroun, c'était un Bassa. Moi, je suis Betty. Quand il me propose le mariage, je lui dis, mon ami, je t'aime bien, mais j'ai peur parce que mon père a déjà refusé 3 hommes qui voulaient m'épouser. Je ne le vois pas en train de t'accepter. Tu n'as même pas d'argent, tu es étudiant. De deux, tu ne parles pas notre langue. Mais je veux quand même aller lui dire. Je suis partie dire à mon père. Il m'a posé des questions. Il est de quelle tribu? Il a encore des parents. Il fait quoi? Ceci, cela. Il m'a dit, bon, mais tu es venu me dire, appelle-le donc, dis-lui de venir, qu'on le voit. Mon feu mari est venu. Il est arrivé au village, partant des Eka, au village à Konolinga. Il est arrivé.
Il a fait près d'une semaine. Mon père l'observait. Ils causaient souvent ensemble. Je n'étais même pas là. Il appelait, ils causaient ensemble. Au bout d'une semaine, il est rentré. Il lui a dit, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, mais le mariage ne se fait pas avec les enfants. Amène tes parents. Il est parti. Quand il est parti, c'est là où mon père me dit, ma fille, voilà donc l'homme que tu vas épouser. Je n'en revenais pas. Mais comment mon père, il a refusé des commissaires de police, de ceci, cela, des gens qui travaillaient, qui avaient des moyens à l'époque. Il accepte un étudiant de surcroît quelqu'un qui ne parle même pas une langue qu'il comprend. Voilà donc comment mon père a dit oui. Et j'ai fait 30 ans de mariage, 30 ans de bonheur. Voilà encore un exemple d'obéissance. Quand tu impliques tes parents, quand tu obéis à tes parents, franchement, c'est difficile de trouver malheur en chemin. Merci. Merci, Mamie Agnès. On va passer à la troisième question. Notre génération actuelle aimerait revenir un peu en arrière. Parlez-nous en fait de votre époque. Comment se faisait le choix du conjoint? Et vous avez vécu votre époque et vous vivez aussi la nôtre. Quelle différence observez-vous entre les deux époques en fait, en ce qui concerne le choix du conjoint? À l'époque, je vais parler de deux époques. L'époque avant ma génération et ma génération. Avant ma génération, la plupart des mariages étaient arrangés. C'est le père qui partait trouver un homme pour sa fille, soit chez un ami, soit chez un voisin. Les mariages étaient arrangés. S'il trouve une fille qui lui plaît chez son ami, il dit à son ami, ta fille là, c'est ma femme, je vais la donner à mon fils. Soit dans les parages, dans les tribus, parce que dans les villages, il y a plusieurs tribus voisines. Il pouvait aller dans une tribu, choisir une femme pour son fils. Mais le consentement se faisait quand même entre les deux parties. Parce que quand le père revenait dire à sa fille que j'ai vu telle personne qui peut t'épouser, la fille devait quand même dire lui aussi. Mais à l'époque là, ce n'était pas ça. C'était arrangé dès que le père a déjà décidé que c'était l'homme qui doit épouser ma fille, c'était ça. D'autres mariages certains mariages étaient arrangés, d'autres mariages étaient forcés. On connaît ce problème dans notre pays, le Cameroun, au nord du pays. Beaucoup de mariages sont encore forcés. Les mariages étaient forcés. Le père choisissait l'homme le plus riche de la contrée, ou bien le plus grand cultivateur, ou le plus grand éleveur. Celui qui a le plus de bœufs, le plus de chèvres, de moutons. Il dit non, voilà. Pour ma fille, voilà, c'est là-bas que ma fille va aller parce que la dot va me revenir, j'aurai des bœufs, j'aurai des moutons, ainsi de suite. En 1959, ça c'est déjà ma génération. En 1959, l'Institut national des études démographiques a mené une vaste enquête dirigée par un certain Alain Girard sur le mariage. Les résultats devenus célèbres ont été publiés en 1964. Vous voyez, de 59 à 64, on faisait des enquêtes sur le mariage, on faisait des enquêtes. Quel a été le constat? Ils se sont résumés en deux formules. N'importe qui n'épouse pas n'importe qui. Écoutez bien, n'importe qui n'épouse pas n'importe qui. Qui se ressemble, s'assemble. Voilà le constat que Alain Girard avait fait. N'importe qui n'épouse pas n'importe qui et qui se ressemble, s'assemble. Je m'explique.
Il a donc été conclu, quand ils ont fait ce constat, que les enfants des artisans n'épousaient que les filles des artisans. Les filles des commerçants n'épousaient que les fils des commerçants. Les instituteurs n'épousaient que les institutrices. La preuve, c'est que mon mari et moi, on a été des enseignants. Hein. Et le constat est sérieux. Les ingénieurs n'épousaient que les ingénieurs. La fille d'un médecin ne pouvait épouser qu'un fils de médecin. La fille d'un colonel ne pouvait épouser qu'un fils de colonel. Les ouvriers non qualifiés n'épousaient que les filles des ouvriers non qualifiés. Donc, voilà le constat qui a été fait de 1959 à 1964. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. La différence entre l'époque d'avant, mon époque, et l'époque de maintenant. Actuellement, beaucoup de choses ont changé. Les jeunes sont devenus beaucoup plus indépendants, plus désinvoltes. Ils font à leur tête. Ils n'ont plus le temps de consulter leurs parents. Ils n'ont plus ce temps-là. Ceux qui sont bien éduqués informent leurs parents. Les jeunes voyagent à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Ils font des rencontres et c'est ainsi que les amours naissent. Si ta fille vit à Yaoundé et qu'elle part étudier à l'université de Tchang, ne sois pas étonné qu'elle te ramène un Tchang. Et elle va te dire, là, c'est lui ou rien. C'est ça qui se passe maintenant. C'est lui ou rien. Donc le parent n'a même pas le temps ou la possibilité d'aller étudier la famille de la fille. La famille n'a pas le temps d'aller étudier la famille du garçon. C'est le mariage qui est conclu. Je prends mon exemple. Moi, j'aime parler en donnant des exemples personnels. J'avais 2 garçons. Un est décédé, le paix à son âme. Il ne me reste plus qu'un garçon. Alors, on quitte la France pour aller en vacances en 2017. On part en vacances. Après quelque temps, il vient nous informer, sa sœur aînée et moi, parce que nous sommes partis à 3, il vient nous dire qu'il y a remise des diplômes aujourd'hui à l'université catholique. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? On dit, mais on est venu en vacances, ça nous plaît de nous balader à gauche et à droite. On est parti. Bon, c'est vrai que j'entendais ces sœurs murmurer que leur frère a une amie à l'université catholique parce qu'il a fait l'université catholique et cette fille également. On arrive donc à cette fête. Une grande fête, les étudiants ont fait à manger, les parents et tout et tout. Voilà donc à la fin de la fête, sans même nous avoir mis la puce à l'oreille, j'entends mon fils Emmanuel qui dit qu'il a envie de parler. Bon, ma fille et moi, on se regarde. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Il appelle cette amie à l'époque, qui est sa femme aujourd'hui. Il appelle cette amie. La fille vient se tenir au centre de la salle. Mon fils se met à genoux. Vous savez ce qu'on fait quand on donne la bague de fiançailles au Cameroun, en Afrique. Mon fils a donné la bague de fiançailles à sa femme, à sa fiancée. Je n'étais pas au courant. Il ne m'avait pas dit, il n'avait pas demandé ma permission. Il a donné il nous a mis devant le fait accompli. Wow! Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens ont applaudi. Les gens ont applaudi, les camarades, les youyous, ceci, cela.
moi aussi, j'ai dit, je ne peux pas sortir comme ça sans parler. J'ai levé le doigt. Je leur ai dit, bon, si vous ne me, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la mère d'Emmanuel. Je peux vous assurer que l'acte que mon fils vient de poser là maintenant, je ne savais pas qu'il viendra faire ça. Je ne savais pas qu'il viendra donner la bague de fiançailles à cette jeune fille. J'entendais parler d'elle, mais il ne m'avait même pas dit que c'est elle vraiment qu'il veut épouser parce que les jeunes maintenant, tu peux avoir 3, 4 amis, tu es embarrassé, tu ne sais même pas encore qui sera ta femme. Je leur ai dit, comme mon fils a choisi cette fille, je ne l'appellerai jamais ma belle-fille. Je l'appellerai toujours ma fille. Et comme mon fils a choisi, c'est aussi mon choix. Je l'adopte à partir d'aujourd'hui. Je vous assure que ça fait un tollé général. Les gens ont apprécié, les gens ont applaudi. J'entendais même les camarades de la fille qui disaient à ma belle-fille, mais tu as de la chance, tu as de la chance. Et ils disaient ça en connaissance de cause parce que ma belle-fille, c'est une Bamileke. Moi, je suis Betty, mon fils est Bassa. Donc, vous voyez un peu ce méli-mélo là. On ne s'était même pas assis pour que l'enfant nous dise que, comme vous voyez là, j'ai envie d'épouser une fille Bamileke pour qu'on aille même un peu étudier. Non, j'ai accepté ma belle-fille. Et là où je parle là maintenant, c'est dans sa maison que je suis, parce que je suis venue passer les vacances ici chez elle. Et elle m'a déjà donné un joli petit-fils qui a déjà 10 mois. Donc, voilà le mariage d'aujourd'hui que nos enfants font. Les rencontres, ta fille peut quitter le Cameroun, elle vient faire les études en Allemagne, en Suisse, en France. Le mariage est devenu difficile. Peut-être elle a quitté le Cameroun, elle n'avait même pas encore un vrai prétendant. Arrivée ici, elle rencontre un Français, d'autres rencontrent les Ivoiriens, d'autres rencontrent les Sénégalais. Si l'amour naît entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se marier. Est-ce qu'on va dire non? On va seulement demander à la fille de bien étudier son homme, de prier pour que Dieu lui dise si c'est vraiment l'homme de sa destinée. Donc, la vie des parents ne compte plus tellement aujourd'hui. On nous met devant le fait accompli et parfois, on impose même tout aux parents. Moi, j'ai mon neveu qui a fait la dot de sa femme comme ça, seul. Il était proviseur de lycée, il a tout préparé. Il est venu dire à ses parents, mon frère aîné et ma belle-sœur, bon, je voudrais aller doter ma femme tel jour, je voudrais que vous m'accompagniez. Mon frère allait s'arracher les cheveux, mais il est parti. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le gars avait préparé tout. Et aujourd'hui, je comprends qu'il avait bien fait. On va revenir là un autre jour. Parce que le problème de d'autres là, n'acceptez pas l'argent qui vient à gauche et à droite pour vous aider à épouser votre femme. Je m'arrête là. Waouh! On a déjà envie, mais on va rester patient. On va rester patient et c'est l'occasion de vous inviter encore une fois de plus pour nos prochains lives. Waouh, 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 waouh. Il y a vraiment une grosse différence entre votre époque et notre époque actuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liberté et dans votre époque, ce n'était pas le cas. Bon, merci pour cet éclaircissement, maman Agnès. Et du coup, en quelques mots, quel conseil vous donnez aux jeunes qui s'embarquent directement là, où on a de plus en plus de liberté là, sans vraiment prendre conseil auprès de nos parents? Quels conseils vous donnez en une phrase là, quels conseils vous donnez aux jeunes de cette génération là qui ont de plus en plus de liberté en ce qui concerne le choix du conjoint? Le premier conseil, quand les parents sont éloignés,
le tout premier conseil qui devrait d'abord rester, c'est de, comme je l'avais dit la fois passée, demander le mari de destinée à Dieu. Pose le problème à ton père, Dieu. Insiste, il va te parler. Il va te parler. Si tu n'arrives pas à entendre sa voix, ce qui m'étonnerait parce que quand tu pries vraiment, quand tu demandes à l'Esprit Saint de te révéler quelque chose, il le fera. Donc, quand les parents sont éloignés, supposons que un homme est ici, il a trouvé une fille qui est, disons, euh, euh, un Sénégalais qui rencontre une Sénégalaise. Ils se connaissent seulement ici. Il peut appeler ses parents. Il leur dit, voilà, j'ai trouvé une Sénégalaise, elle est de tel village, il donne les informations aux parents. Les parents doivent d'abord aller voir ou bien faire des enquêtes back. Parce que le mariage fait peur. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Il faut éviter ça. Vous ne savez pas dans quelle famille vous partez entrer. Vous pouvez aller entrer dans une famille de satanistes et quand vous arrivez là-bas, vous serez perdu. Vous pouvez aller entrer dans une famille où les hommes divorcent 3 ou 4 ans après. Ce sont des réclamations familiales. Vous ne pouvez rien. Donc, c'est très important de chercher toujours à connaître d'où vient le conjoint, d'où vient la conjointe. Très important. Sauf cas de force majeure. Bon, les mariages entre noir et blanc, bon, c'est encore passable et même, on sait ce que les femmes vivent ici en France. Celles qui s'embrouillent avec les blancs là, parce que tu veux absolument épouser un blanc, tu vas chez lui, tu vis avec lui. D'autres trouvent des hommes tellement violents, d'autres perdent leur vie. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde à la légère. Il faut prendre du temps. L'amour peut attendre. On peut se maîtriser dans l'amour et chercher d'abord l'essentiel. Chercher à connaître avec qui on veut s'engager. Ne vous engagez pas n'importe comment. C'est ce conseil-là que je peux donner. Merci. Prier, prendre du temps, faire des enquêtes. Voilà les clés que Mamie Agnès nous donne aujourd'hui. Alors, Mamie Agnès, nous allons passer à la 4e question. Les jeunes nous ont posé beaucoup de questions. Quels sont, selon vous, les critères qui déterminent le bon choix d'un conjoint? Les critères, il y en a beaucoup, mais j'ai ressorti juste un peu, parce que le choix du conjoint de nos jours n'est plus trop basé sur l'amour. Je peux même dire que 2 personnes peuvent se marier maintenant sans amour et tomber amoureux par la suite. Mais il y a un critère qui est très important de nos jours. Vous voyez comment la vie change. La vie est devenue dure, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est pire. Donc, le facteur économique est très important. Un homme ne peut plus s'engager maintenant à épouser une femme qui ne travaille pas. Avant, les hommes, il y avait des hommes comme mes frères disaient que ma femme ne va jamais travailler. Bon, ils faisaient tout pour assurer, pour assumer. Mais je vous assure que de nos jours-ci, ici en Europe, l'homme travaille seul, la femme ne travaille pas. Il ne va pas s'en sortir. C'est impossible. Sauf s'il est très riche. Sauf si c'est un multimilliardaire qui est retraité, qui a beaucoup de revenus, beaucoup d'immeubles et tout. Bon, il te dit, bon, tu n'as pas besoin de travailler. Mais l'homme et la femme
doivent travailler. Donc, le critère économique, socio-économique est important. Il y a les valeurs communes. C'est-à-dire, quand tu rencontres un homme qui veut t'épouser, tu l'étudies, tu l'observes, vice-versa. L'homme aussi étudie la femme. Vous cherchez à voir quel genre de valeurs vous avez ensemble. Si par exemple, la femme dit que moi, je veux un homme fidèle, l'homme dit, oh, moi, la fidélité ne me dit rien. La fidélité ne me dit rien. Bon, ma femme peut aller s'amuser. Attention, ça, c'est déjà une valeur bafouée qu'il ne faut pas accepter. Si un homme dit, si une femme dit, moi j'aime beaucoup les enfants, et l'homme dit, moi je n'aime pas les enfants, d'autres disent même, surtout ici en Europe, il y a des hommes qui refusent de faire des enfants. Particulièrement les Français, les Européens. Il y en a qui disent que je ne veux pas d'enfants. Et toi, la femme, si tu insistes, tu conçois, il va te mettre dehors. Donc, vous devez voir si ensemble, vous deux, vous avez l'amour des enfants. Est-ce que vous deux, vous avez l'amour des parents? Est-ce que toi, la femme, tu es prête à aimer ta belle-mère et ton beau-père comme ta mère et ton père? Est-ce que toi, l'homme, tu es prêt à aimer ta belle-mère et ton beau-père comme tes parents? Ça compte aussi. Il y a le besoin de présence, le deuxième critère. C'est-à-dire, une femme doit toujours avoir cette envie d'être à côté de son homme. L'homme également doit avoir cette envie. Mais si par exemple, l'homme se sent étouffé parce que sa femme veut toujours être avec lui, toujours avec lui, ça ne va pas aller. Si la femme sent que sa liberté est bafouée parce que l'homme est trop présent, trop possessif, ça ne va pas aller. Mais si vous deux, vous sentez cette attirance, ce besoin d'être toujours ensemble, c'est bon. Il y a les intérêts communs. Il y a des hommes qui aiment aller dans leur village. Par contre, il y a des femmes qui n'aiment pas mettre pied au village. Si par exemple, tu as épousé le fils d'un cultivateur, quelqu'un qui a grandi au village, quelqu'un à qui on a payé l'école avec le produit des champs, cet homme, à chaque vacances, il ira dans son village. Mais toi, la femme, tu as grandi en ville. Tu dis non, moi, je ne peux pas aller supporter la brousse, le village, les moustiques, et ceci, cela. Ça n'ira jamais. L'homme va aller chercher une femme qui va l'accompagner dans son village. Avoir des intérêts communs. Un homme peut dire, moi, je veux d'abord construire dans mon village. La femme dit non, construisons d'abord en ville. L'homme va trouver qu'il y a déjà les calculs. Il faut avoir, les intérêts sont nombreux. Il faut avoir beaucoup d'intérêts. Sur le plan religieux, est-ce que l'homme est chrétien? Tu es chrétienne. Il est de quelle religion? La religion même, si vous êtes tous chrétiens, un catholique peut facilement épouser une protestante et vice-versa. Si vous êtes tous les deux chrétiens, c'est bon. Si vous êtes même dans la même église, c'est déjà très bon. Mais une fille qui va épouser un musulman, même si elle est catholique, même si elle est protestante ou pentecôtiste, déjà une pentecôtiste, même je ne pense pas qu'elle va se lever, on va imposer à cette fille de devenir musulmane. On va imposer un garçon qui veut aller épouser une chrétienne. Les parents du garçon vont tout faire pour mettre des barrières. Donc, il faut avoir des intérêts communs. Il faut avoir des traits de personnalité à peu près communs. Sur le plan caractère, si l'homme est doux, si la femme est douce, mais parfois, il est conseillé, si par exemple, prenons le mauvais cas, si l'homme est
nerveux, colérique, il lui faut une femme douce, si elle est capable de supporter. Mais en général, il faut des traits de caractère qui se ressemblent, des traits de personnalité. Il faut des gens qui ont la même conscience professionnelle. Les femmes, en général, sont honnêtes. En général, je dis en général. Mais il y a beaucoup de femmes malhonnêtes maintenant. Mais les hommes aiment toujours, beaucoup d'hommes aiment faire le faux. Si tu constates que ton mari aime le faux, tu déniches ça pendant que vous n'êtes pas mariés. Est-ce que tu vas supporter ça quand vous serez mariés? Est-ce qu'un jour, on ne viendra pas te dire que ton mari a détourné de l'argent dans tel ministère, dans telle banque? Il faut avoir les mêmes traits de personnalité. Il faut être loyal. Si l'homme est loyal, la femme doit être loyale. Si l'homme est ordonné, la femme doit être ordonnée. Il y a des femmes très désordonnées. Il y a aussi des hommes très désordonnés qui donnent beaucoup de fil à retordre à leurs femmes. Mais c'est très dangereux quand l'homme est ordonné. Parce que les hommes ordonnés ne supportent même pas qu'on déplace quelque chose dans leur maison. Donc, il faut regarder si vous pouvez vous accommoder. Si vous deux, vous êtes désordonnés, c'est une très bonne chose. Si tu sais que ton mari est désordonné et que tu vas accepter mettre la main pour ranger partout, vas-y, il n'y a pas de souci. Le dernier facteur, qui n'est pas moins important, c'est l'attirance physique. L'attirance physique. Il n'y a pas de relation amoureuse sans attirance physique. Parce que la première chose qui frappe un homme sur une femme, c'est sa beauté physique. C'est sa beauté physique. C'est après qu'on commence à regarder tout le reste que je viens de citer là. Est-ce que tu es prête à aller présenter une femme qui n'est pas à ton goût à tes amis? Je ne pense pas. Est-ce que tu auras même le courage d'amener ta prétendante là dans ta famille? Si elle te fait honte, je ne pense pas. Donc, les statistiques ont aussi prouvé que 26% des hommes tiennent à la beauté physique. Par contre, 13% des femmes ne regardent pas trop la beauté. Mais on dit souvent en riant, la femme regarde la beauté de la poche. La femme regarde la beauté de la poche. Si elle a l'argent dans la poche, elle va couvrir la laideur de l'homme. Donc, l'attirance physique, c'est très important aussi. Chaque personne possède une signature, c'est-à-dire sur son corps, une signature, une odeur, on appelle ça signature olfactive, qui attire ou repousse son partenaire. C'est-à-dire chaque femme, si par exemple, tu trouves un habit, supposons que tu as séché, les habits sont séchés quelque part, plusieurs habits. Tu prends un qui est tombé. Tout de suite, tu dois savoir que ça, c'est l'habit de mon mari à travers l'odeur. Chaque femme connaît l'odeur de son mari. Chaque mari connaît l'odeur de sa femme. Mais ces odeurs attirent et repoussent. Est-ce que tu es prêt à accepter l'odeur de ton mari? Est-ce que tu es prête à te blottir sous les selles de ton mari sentant cette odeur? Est-ce que cette odeur te répugne? Est-ce que cette odeur t'attire? Voilà donc les 5 points que j'ai relevés, vraiment les critères qui déterminent le choix du conjoint. Wow. Vous avez abordé les différents critères et une jeune ou un jeune qui nous écoute là, et il se pose des questions, voilà, si j'ai ces critères qui ne sont pas forcément conformes avec ce que je désire, est-ce qu'il faut totalement rompre ou bien pensez-vous que ce sont des traits
de caractère sur lesquels on peut travailler? Qu'est-ce que vous direz? Est-ce qu'il faut rompre directement la relation ou alors est-ce qu'il faut plutôt se diriger vers un accompagnement pour travailler ces différents traits de caractère? Il faut un accompagnement. On ne peut pas rejeter tout de suite quelqu'un qui a une mauvaise odeur. Parce que peut-être dans sa famille, on n'a pas tellement insisté sur la toilette matin, soir. Donc, la femme peut remédier à ça. La femme peut remédier. Il y a de bons parfums dans les commerces. Il y a des méthodes naturelles qu'on peut utiliser. Le citron, le vinaigre. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire partir l'odeur. Les traits de caractère. Si par exemple, tu découvres que ton mari est un menteur, il faut faire très attention parce qu'il y a des caractères que l'homme ne lâche pas. Si un homme est habitué à mentir, il continuera à mentir. Est-ce que tu es prête à accepter? C'est à toi de faire la part des choses. Parce qu'il n'y a pas un mariage 100% modèle pour dire que vraiment tout est parfait. Non, non, même moi qui vous parle, quand je dis 30 ans de bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de petits trucs qui dérangeaient, non. Mais c'est des trucs qu'on peut supporter, des trucs auxquels on peut remédier. Tu peux rejeter et rejeter une bonne affaire. Donc, prends le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans le mariage. Il ne faut pas se précipiter. Les fiançailles doivent quand même durer le minimum. Je dis le minimum qu'il faut, c'est 6 mois. Et moi, je trouve même que 6 mois, c'est très peu. Mon mari m'a parlé de mariage 2 ans après. 2 ans. Donc, il a pris le temps d'étudier. Il m'a envoyé chez ses parents, pas une fois, pas 2 fois. On lui disait, il lui disait ce qu'ils ont vu en moi. 2 ans, c'est au bout de la 2e année qu'il a déclaré qu'il allait m'épouser. Bon, évidemment, tu ressens tout ça, mais on attend toujours que la parole sorte. Tant que la parole n'est pas sortie, tu ne peux pas dire que non, l'homme l'a dit qu'il va m'épouser. Non, puisqu'il ne l'a jamais dit. Donc, tu attends ce mot. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Donc, quand un homme en arrive là, 1 an après, 2 ans après, c'est quelqu'un qui a fait de bonnes études sur sa conjointe, sur sa fiancée. Faites-vous aussi aider par les parents. Bon, les amis, je ne conseille pas trop les amis parce que les amis, parfois, d'autres viennent pour gâter, pour peut-être même arracher. Peut-être lui, elle est déjà envieuse. Elle se dit, oh, pourquoi j'en ai déjà un fiancé et pas moi? Elle va faire tout pour te l'arracher. Donc, il faut faire attention. Confiez-vous aux amis, aux parents et à Dieu. C'est tout. Wow. Se confier à Dieu, parler à Dieu comme un ami aussi. Si on ne peut pas parler à nos amis physiques, là, mais on a un ami au ciel qui est notre Dieu, un ami fidèle à qui on peut parler. Il n'y a pas de barrière. Lui parler comme si on parlait à un ami d'enfance et vraiment l'exposer les faits, les traits de caractère négatifs que l'on peut prendre comme un défaut, l'exposer, vraiment les faire afin qu'il puisse coopérer, faire son œuvre dans la relation. Merci, Mamie Agnès. Merci, Mamie Agnès. Nous allons passer à la question suivante. On tire déjà presque vers la fin. Nous allons passer à la dernière question, Mamie Agnès. La dernière question, pour revenir au sujet des parents, est-ce qu'il faut systématiquement se fier à ce que disent les parents lors du choix d'un conjoint? Ou alors faut-il mettre des limites à un certain niveau? Est-ce qu'on doit directement suivre les parents ou alors on doit parfois s'arrêter? Et est-ce qu'il y a des limites à cela? Si oui, quelles sont-elles?
la première des choses à faire, c'est de se fier d'abord aux parents, de ce qu'ils disent. Si les parents acceptent, tant mieux, le problème est réglé. Maintenant, si les parents insistent pour que tu n'épouses pas tel homme ou telle fille, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Instaurez la communication entre vous. Cherchez à comprendre pourquoi mon père ne veut pas que j'épouse tel homme. Pourquoi ma mère ne veut pas que j'épouse tel homme. Cherchez à comprendre. Parce que les parents peuvent même ne pas tout vous dire. Avant, il y a un proverbe chez nous qui disait que si un homme va épouser une fille dans un village, une fille qui a une tache de lèpre, ça veut dire que cet homme n'a pas trouvé une parenté dans ce village. Ça veut dire quoi? Quand tu veux aller épouser une femme, supposons un Betty qui va épouser comme on parle beaucoup, Betty Bamileke. Si par exemple, un Betty arrive dans un village Bamileke et que peut-être dans ce village, il y a une de ses tantes qui était venue en mariage depuis longtemps. Cette tante, connaissant dans la famille dans laquelle son neveu, son cousin veut entrer, c'est elle qui va l'informer que mon frère, mon neveu, mon oncle, là où tu veux entrer là, dans cette famille, les gens là avaient eu la lèpre. Donc fais attention, si tu épouses cette fille, la lèpre risque de ressurgir. Ou bien dans cette famille, il y a eu souvent des albinos. Tu pourras avoir des albinos dans ta famille. C'est cette femme qui va t'informer. Donc, quand les parents s'opposent, cherchez d'abord à comprendre. Là où la fille doit fermer les oreilles, c'est quand le refus se limite aux intérêts personnels des parents. Je prends mon cas. Mon père a été le seul à accepter mon mariage. J'avais beaucoup de frères. Ils se sont occupés de moi, payer les études et tout. Donc, quand j'amène mon fiancé, mes frères ont dit, ça c'est quelle histoire? Tout ce qu'on a dépensé sur toi, c'est cet étudiant que tu nous amènes. Voilà leur logique. Nous, on pensait que tu viendras garer une Mercedes sur la cour. C'est-à-dire un homme qui a la Mercedes. Voilà, ça c'était leur raisonnement. Par contre, mon père a vu loin. Il a vu un homme poli, un homme doux, un homme. Je crois qu'un jeune ou une jeune qui nous écoute a vraiment été édifié, enseigné à travers ces différents partages. Retrouvez-nous sur nos différentes pages. Vous voyez juste en bas la description, nos différents contacts. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur YouTube aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager le live. On passera d'autres moments avec Mamie Agnès et aussi avec d'autres seniors qui vont nous rejoindre pour traiter les thèmes dans le domaine du mariage, relations, professionnelles, financiers et bien d'autres encore. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager surtout pour que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette sagesse que vous avez acquérie aujourd'hui à travers ce live. Merci, Mamie Agnès. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? J'encourage les jeunes parce que beaucoup se découragent aujourd'hui. Beaucoup ne veulent plus se marier. Beaucoup, à cause de cette histoire de dot, du choix de la conjointe, le choix de la tribu et autres. Les gens ne doivent pas se limiter à tout ça. Prenez votre courage, battez-vous, travaillez. Le travail ne consiste pas seulement à rester dans un bureau. Faites des preuves. Montrez à votre femme que vous êtes capable de produire de l'argent. Je conseille aussi aux hommes
avec la conjoncture socio-économique qui existe, de ne pas épouser des femmes qu'on appelle consommatrices. Les deux, l'homme et la femme, doivent conjuguer les efforts ensemble pour fonder un foyer, pour fonder une famille. Si la femme se bat seule, ce n'est pas bon. Si l'homme se bat seul, ce sera épuisant pour lui. Voilà le dernier conseil que j'ai à donner. Merci, au revoir et à bientôt. Merci Leslie.